On poursuit cette édition spéciale de Smart Bourse depuis le Midsommar du patrimoine organisé par la CNCGP à la Maison de la Chimie. À mes côtés désormais, Stéphane Déhaut, gérant senior chez Eleva Capital. Bonjour Stéphane. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. On se voit régulièrement dans Smart Bourse, dans l'émission. Stéphane, je voulais qu'on essaye de prendre un peu de hauteur avec vous. Alors vous gérez une stratégie globale macro, comme on dit, c'est ça, chez Eleva Capital? Oui, c'est ça. Multi-actif et global. Comment on réfléchit aux déterminants de marché en essayant de sortir un peu du bruit quotidien du marché? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire la dynamique des marchés globaux? Vous êtes multiclasse d'actifs. Alors, sur des horizons, à vous de les définir, de quelques mois, quelques trimestres, peut-être 12, 18 mois, même si on ose être un peu ambitieux, Stéphane. Mais qu'est-ce qui va conduire la dynamique des marchés, selon vous, au cours des prochains... de la prochaine année, pour dire les choses. Si on prend un tout petit peu de recul, je pense qu'il y a deux éléments qui me semblent très importants. D'abord, en allocation d'actifs, donc on arbitre entre les actions, les taux, le crédit, etc. Ce genre de fonds est un petit peu traumatisé parce qu'en 2022, on a eu un rebond de l'inflation, les taux ont monté, donc la poche taux a perdu énormément et en même temps les actions ont baissé. Donc l'idée, c'est que votre poche taux doit compenser les actions. Et là, vous vous êtes fait, vous avez pris des claques. Ça ne fonctionne plus. Ça n'a pas fonctionné du tout, du tout. Pourquoi? Pendant les 20 ans qui avaient précédé, ça avait très bien fonctionné. En fait, il y a une constante qui est assez forte, qui est que quand vous avez une inflation très importante, cet arbitrage entre actions et taux ne fonctionne pas. On l'a vu avant l'an 2000. Si vous regardez la décennie 1990, si vous regardez la période 2020-2023, ça ne marche pas. Quand on est en inflation basse, par contre, là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que quand votre inflation est basse, les chocs, c'est surtout des chocs de croissance. Donc plus de croissance, c'est des taux qui montent, vous perdez sur les taux, mais vous gagnez sur les actions. Et vice-versa, quand vous avez une récession. Donc là, ça marche. Je pense que le point important, c'est qu'on est sorti de cette phase d'inflation importante. En gros, le point d'inflexion, il est quand vous êtes au-dessus de 3% d'inflation. Si on revient sur quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire l'inflation à 2-3, ce genre de fonds redevient pertinent. L'arbitrage taux-action change. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que ça permet de gérer. On retrouve une assise. Voilà, vous avez vraiment une assurance qui ne se casse pas la figure quand vous en avez besoin. C'est une assurance qui vraiment vous assure. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment structurel, qui est très très important, je pense. Et vous êtes convaincu que oui, on peut rester dans un régime d'inflation, 3% autour, qui conviendrait à tout le monde? Je pense, oui. Ouais. Oui, je pense. Je pense que ce qu'on a vu pendant les 2-3 années qui ont suivi le Covid, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et d'ailleurs, alors il y a eu tout ce débat sur inflation transitoire ou pas, bon, j'y reviens pas. Alors, tout est transitoire, il suffit de... Elle a fini par être transitoire. Voilà. En tout cas, l'inflation à 10% a été transitoire. Ce qui n'est pas transitoire, c'est le débat sur le transitoire, pardon, qui lui perdure. Mais on a bien vu que c'est monté très fort, parce qu'on est quand même arrivé à 10% d'inflation. Vous m'auriez dit en 2020 10% d'inflation, je vous aurais rayonné. 2 ans plus tard, on est quand même redescendu à des niveaux inférieurs à 2 sur les derniers chiffres de la BCE. Donc ça, convaincu, jamais. Mais je pense que oui, effectivement, il y a des fortes chances pour qu'on soit sur une inflation qui ne dépasse pas les 2-3%. Pour l'anecdote, si vous regardez l'inflation en Europe depuis le début de la zone euro, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1999, en moyenne, la BCE a fait 2,13% d'inflation. Excellent. On n'est pas loin de l'objectif. Ah ouais. Alors on disait avant proche mais inférieur. Oui. Mais j'allais dire après ce qu'on a traversé, ils ont rattrapé 2,13% en moyenne depuis 25 ans, c'est pas mal quand même. On tape beaucoup sur la BCE. À mettre au crédit de la BCE alors. On tape beaucoup sur la BCE. En fait, ils ont quand même quelques réussites aussi. Donc premier point clé, retour de cet équilibre 60-40, on l'appelle comme on veut, 50-50, mais ça redevient une solution pertinente. Oui. Le deuxième point, c'est tout ce débat sur l'exceptionnalisme américain. Pour être honnête, sur les 10 dernières années, c'était simple. Vous surpondériez les États-Unis, vous partiez à la pêche et vous reveniez, vous aviez fait une très belle performance. C'était un no-brainer, comme on dit. Voilà, pas besoin de réfléchir. En bon français, on disait voilà. Je pense que la situation est beaucoup plus compliquée maintenant et on l'a vu depuis le début de l'année, l'Europe a beaucoup mieux performé. Il y a un vrai sujet sur la trajectoire des États-Unis
Et moi, je le vois. Alors nous, on est un fonds très agile, relativement petit à l'échelle des marchés. Mais quand on regarde les gros mammouths, les fonds de pension canadiens, les fonds souverains du Moyen-Orient, les fonds de pension australiens, il y a une vraie question sur l'allocation aux États-Unis. Vous avez 70% du MSCI World qui est aux États-Unis. Les gens ont fait le même raisonnement que je viens de faire, on surpondère les États-Unis. Donc tous ces fonds ont, alors je n'ai pas le détail de tous les fonds, mais ont une part de leur investissement aux États-Unis qui est absolument monstrueuse. Et ça, c'est amené à baisser petit à petit. C'est une pure question de gestion du risque ? Oui, je pense. C'est du risk management. Voilà. Alors après, il faut faire attention à ne pas verser dans l'excès inverse. Je ne veux pas vous bombarder de chiffres, mais le ROE, c'est-à-dire la rentabilité des fonds propres aux États-Unis, c'est 19%. Ouais. Ils distribuent à peu près 70% des bénéfices, donc vous êtes assis sur du 14%. En Europe, c'est 9%, au Japon, c'est 5%. Donc si vous sous-pondérez les États-Unis, vous sous-pondérez un portage qui est important. Donc il faut faire attention à ne pas verser dans l'excès inverse, c'est-à-dire les États-Unis, c'est fini, ils sont en faillite. C'est pas le misérabilisme, on ne passe pas de l'exceptionnalisme au misérabilisme américain. Comme souvent sur les marchés, la question c'est où est-ce qu'on met le curseur. Et là, sur les États-Unis, on a mis le curseur pendant la dernière décennie très haut. Très haut. Je pense qu'il va y avoir un retour de balancier. Il faut faire attention à ne pas être pêché par excès de pessimisme non plus. Mais vous dites les mouvements de capitaux des détenteurs d'actifs, on ne les a pas encore vus en fait. Et ça, alors ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les capitaux qui rentrent ne sont plus investis aux États-Unis mais ailleurs. Le nouveau flux déjà ne va plus autant qu'avant sur le dollar. Par contre, voilà, pour revenir sur ces mammouths qui gèrent des milliers de milliards, c'est très difficile de rebalancer le portefeuille du jour au lendemain. Donc ça va se faire de manière graduelle. Mais ça, je trouve intéressant parce que ça veut dire que l'allocation régionale devient très importante. C'est-à-dire qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. L'année dernière, il fallait avoir des États-Unis. Ouais. Ils sont devenus abominablement chers vis-à-vis de l'Europe à la fin de l'année. Nous, alors pour être honnête, je ne m'attendais pas à toutes les pitreries de Trump, mais mais pour être honnête, on est passé surpondéré Europe pour des questions de valorisation. Ouais. On a forcé le trait quand Trump a commencé à sortir tous ces merveilleuses idées, les tableaux, etc. Mais on voit bien que on peut très bien avoir une phase de surperformance de l'Europe qui perdure encore un certain temps. Donc l'agilité régionale, je trouve, devient beaucoup plus pertinente qu'elle l'a été pendant la dernière décennie, où une fois de plus, vous étiez surpondéré États-Unis, vous étiez quasiment sûr de gagner à tous les coups. Qu'est-ce qui crée cette défiance? C'est-à-dire que il y a un surexceptionnalisme américain qu'on corrige un petit peu, le cycle, la conjoncture, le ralentissement de l'économie américaine qu'on attend aide peut-être à ça. Derrière ça, qu'est-ce qui justifie la défiance, au moins intellectuelle, dont on discute aujourd'hui, Stéphane? C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de casting avant tout, c'est-à-dire que c'est l'épisode Trump qui crée cette défiance vis-à-vis du dollar? Oui, je pense. Alors l'épisode Trump, il y a une grande question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est est-ce que c'est une aberration? Il se trouve qu'il y a un personnage comme ça. Ou est-ce que le successeur et le successeur du successeur s'inscriront également dans cette veine-là? Et ça, je ne sais pas. Mais je vais juste vous donner un exemple. Obama avait négocié un traité de commerce avec les pays du Pacifique. Ça a duré, je crois, 5 ans, 6 ans, la négociation. L'accord est signé. Trump 1 arrive, un mois après, il a tout abroché. Ouais. Trump perd les élections, vous avez Biden qui revient, les pays n'ont même pas commencé à renégocier. Ça ne sert à rien. Si vous n'allez pas vous remettre à renégocier pendant 5 ans, avec le risque d'avoir Trump 2 qui en plus s'est matérialisé, donc vous avez cassé quelque chose. Il y a vraiment une question de confiance de long terme qui est cassée. Et ça, autant casser la confiance, ça se fait très vite. La réparer, c'est facile, c'est pas le terme, mais la réparer, c'est plus longtemps. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un point d'inflexion et quelque chose d'intéressant. Si maintenant je regarde avec le petit bout de la lorgnette des personnes comme moi qui ont le nez sur leur écran Bloomberg toute la journée. C'est le job. C'est mon job. La corrélation entre le VIX et le dollar est négative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce jargon? Le VIX, vous savez, c'est l'indice de volatilité, l'indice de peur. Quand le VIX augmente, c'est que les marchés ont peur. Normalement,
tout le monde achète du dollar. Refuge sur le dollar. Refuge sur le dollar. Là, tout le monde vend du dollar. Ouais, ouais. Alors, je triche parce que c'est juste les dernières semaines, les derniers mois où ça s'est passé comme ça. Mais ça, c'est vraiment un symptôme fort. J'entends. Enfin, c'est un signe faible. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment un symptôme que C'est une la mécanique valeur qui dit refuge, quelque chose. le réflexe pavlovien des marchés de dire le refuge c'est le dollar a disparu. Ça durera ce que ça durera, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. En sous-jacent, il y a la question des déficits aussi, Stéphane, alors qui participe peut-être, quand on parle des États-Unis, à la défiance vis-à-vis du dollar. Pour le coup, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Donald Trump. Le niveau de déficit, 6-7%, il a existé avant Trump. La question, c'est qu'on n'en sort pas, ou en tout cas, il n'y a pas de visibilité sur une sortie vers une consolidation des finances publiques ou une meilleure orthodoxie budgétaire côté américain. Est-ce que le marché a trouvé le bon prix par rapport à ce niveau de déficit, semble-t-il, qui est amené à durer pour la première puissance économique mondiale? Alors, le premier point, je voudrais faire un petit retour historique. En 1993, le déficit américain, c'est 7%. D'accord. Quand Clinton quitte le pouvoir en 2001, le déficit américain avait été résorbé. En fait, il y avait un petit surplus. Si vous regardez les mesures fiscales qui ont été prises, budgétaires, c'est à peu près 1,5%. Donc on est passé de 7 à 0 avec 1,5 d'effort. Vous allez me dire, c'est quoi ce miracle? Le miracle, c'est la croissance. C'est la croissance, la productivité. Bien sûr. Donc, le pire est jamais certain. Si l'intelligence artificielle crée vraiment un choc de productivité et de croissance, on peut se retrouver avec la même histoire que les années 90. Alors évidemment, il faut faire du wishful thinking une fois de plus pour parler en bon franglais. C'est pas sûr. Ouais. Et ça, c'est la première réponse. C'est que le pire est jamais certain. Après, en fait, j'ai vu Larry Summers il y a pas longtemps, n'est-ce pas? Bonjour à Larry. Merci. Bonjour à Larry, cher ami. Et lui, il fait un calcul qui est un peu un calcul d'économiste, j'allais dire de base, mais qui est le calcul que je fais. Il dit, les taux neutres, c'est quoi? C'est à peu près 2%. Vous rajoutez 2,5 d'inflation, taux 3 d'inflation, ouais. Donc vous êtes à 4,5, 5. Et puis un petit surplus pour le risque qu'on prend, quoi. Voilà, donc ça c'est les taux courts, mais les taux longs, c'est 100 BP de plus, donc 1% de plus. D'accord. Il dit 6. D'accord. Et si vous voulez, je trouve que c'est un petit peu poussé loin, mais il y a une autre règle qui est plus simple et qu'on appelle la règle d'or chez les économistes, c'est qui dit vos taux doivent être proches de la croissance nominale. Pareil, vous mettez 2% de croissance, 2,5 d'inflation, ce qui est le minimum, vous êtes à 4,5 minimum. Ouais. Plutôt 5 d'ailleurs que 4,5. Ouais. Donc pour moi, les taux, s'ils arrivent proches de 5, c'est pas du tout une aberration. C'est juste, on a fait 10 ans avec une normalisation. Des politiques monétaires extrêmement agressives qui ont pesé sur la courbe, qui ont mis des taux à des niveaux anormalement bas. Mais si on oublie ces 10 ans qui sont anormaux, exceptionnels, les forces de marché, c'est plutôt du 5% que du 3% ou du 2% sur le 10 ans américain, à mon avis. Ouais. Merci beaucoup Stéphane. Merci pour cet éclairage de marché à l'issue de ce premier semestre qui aura vu effectivement naître, émerger ce questionnement, on va appeler ça comme ça, sur l'exceptionnalisme américain et le poids des actifs en dollars dans des allocations stratégiques. Stéphane Déhaut, merci beaucoup. Gérant senior chez Eleva Capital, qui nous a accompagnés également à l'occasion de cette édition spéciale de Smart Bourse depuis le Midsommar du patrimoine.